Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics, nouvelle aventure en Guyane. Cette fois-ci, on va décoller à bord d'un avion militaire pour rejoindre le sud du territoire, à Maripasoula. Et de là, on partira dans la jungle pour suivre des militaires qui patrouillent pour l'opération Harpie, qui luttent en fait contre l'orpaillage illégal. Donc nous, on va faire un reportage dessus avec Fred. Il faut bientôt décoller, donc je vous briefe à l'intérieur de l'avion. Allez, c'est parti! Bienvenue à bord de l'aventure géopolitique, un nouveau format de vidéo qui débarque sur ma chaîne et je vous préviens, ça va déménager. Toujours avec l'objectif de découvrir et mieux comprendre le monde, je me rends sur le terrain pour mêler voyage et compréhension du monde. Cette année va être très riche au niveau de ce format, et on commence aujourd'hui par l'un des 6 épisodes que j'ai eu l'opportunité de tourner en Guyane avec Fred Marie, un photoreporter avec qui j'ai déjà collaboré plusieurs fois. Viendront ensuite les épisodes réalisés à la limite entre l'Europe et l'Afrique, dans le sud de l'Espagne, ainsi que ceux tournés dans le Sinaï égyptien et le long de la vallée du Nil. Enfin, d'autres épisodes du style verront le jour prochainement, puisque j'embarque dans quelques semaines direction le pôle Nord, avec Léo de la chaîne Dirty Biology, Théo de la chaîne Balade Mentale, et Charles Villa, reporter pour Brut. Bref, j'ai du pain sur la planche, du coup, on attaque tout de suite. La Guyane est un territoire français d'outre-mer, au même titre que la Polynésie, la Réunion, Mayotte ou encore la Nouvelle-Calédonie. Sur ce territoire, on trouve autant d'habitants qu'à Strasbourg ou à Montpellier, en comptant l'agglomération. Soit environ 285 000 personnes réparties sur une zone grande comme le Portugal. La Guyane est donc particulièrement vide. Enfin, vide. Elle est recouverte à 94% de forêt équatoriale, où l'on recense plus de 10 000 espèces végétales et animales. Un écosystème extraordinairement bien préservé. Donc, une fois que vous vous retrouvez là-dedans, face à une telle richesse, je vous promets que ce n'est pas du vide que vous ressentez, mais éventuellement de l'isolement, lié au faible peuplement du territoire. Mais gardez l'œil ouvert, c'est possible que vous ne soyez pas si seul que ça. La géographie très insolite de la Guyane peut être comparée à celle de l'Égypte, qui est recouverte, elle, à 92% de désert. Ces environnements ont poussé naturellement l'homme à s'installer au cours de l'histoire à des endroits très précis. Le long du Nil et des côtes pour l'Égypte, et le long du littoral pour la Guyane. Si vous ne savez pas où se trouve la population d'un pays, attendez la nuit, en général, ça aide. La Guyane partage un autre point commun avec l'Égypte, l'âge très jeune de sa population. Tout comme beaucoup de pays du monde arabe, 42,7% des Guyanais ont moins de 20 ans. Malheureusement, la Guyane connaît des difficultés économiques qui forcément se répercutent sur le plan social. En 2018, 30% des Guyanais vivaient sous le seuil de pauvreté, défini là-bas à 420 € par mois, et 44% des moins de 25 ans étaient au chômage en 2017. Des difficultés structurelles qui ne doivent pas nous faire oublier le potentiel naturel, culturel et humain dont dispose la région pour se développer et subvenir à ses besoins. Je tiens vraiment à remercier William de la chaîne Doc7. Il est guyanais et m'a donné pas mal d'infos avant de partir, ainsi que des contacts sur place. Les 6 épisodes que j'ai pu tourner avec Fred là-bas correspondent à 6 enjeux stratégiques pour le territoire. La lutte contre la pêche illégale, la sécurisation du pas de tir lors des lancements de fusées, la formation militaire en milieu exigeant avec la Légion étrangère, ainsi que les formations à la survie en jungle, la protection des populations amérindiennes et enfin l'orpaillage illégal. Si ce programme vous intéresse, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de vous inscrire à la newsletter Mister Geopolitics pour ne rien louper. En 30 secondes, voici les points qu'il faut que vous sachiez avant qu'on arrive dans la jungle. Le phénomène de l'orpaillage illégal est dû à 3 causes qui se cumulent. Premièrement, la présence d'or sur le territoire guyanais, avec notamment un arc aurifère dans lequel on observe des filons dans le sous-sol. Deuxième facteur, la présence de populations qui vivent dans une grande pauvreté et qui n'arrivent pas à répondre à leurs besoins les plus vitaux, en Guyane, mais surtout à l'étranger dans les régions limitrophes, au Brésil et au Suriname. Enfin, troisième facteur, des frontières très poreuses liées à la géographie, et à certains endroits même, ces frontières ne sont pas reconnues des deux côtés, ce qui rajoute des difficultés quant à leur contrôle. Vous le devinez, la conséquence de tout ça, c'est que des personnes vont quitter leur région d'origine, alléchées par la valeur de l'or. Elles vont traverser la frontière sans autorisation, vont s'équiper en matériel en alimentant des trafics, pour ensuite extraire de l'or du sous-sol français, à nouveau illégalement. Ces sites d'extraction étant dans la quasi-totalité des cas gérés par des groupes mafieux, on observe que de nombreux travailleurs tombent dans la spirale de l'esclavage moderne.
Et vu que ces sites, gérés dans l'illégalité, ne sont soumis à aucune juridiction, l'extraction de l'or se fait avec des produits hautement polluants, qui dégradent fortement les lieux et les rivières, allant jusqu'à menacer le mode de vie des populations amérindiennes. Je me trouve actuellement à Cayenne. On roule en direction de l'aéroport militaire pour rejoindre Maripasoula par les airs. Ça va être très humide et plutôt physique, puisqu'il faudra tourner les reportages sans ralentir les militaires qui, eux, sont en mission. Ça va vraiment être un challenge technique pour moi, j'avoue que j'ai un peu peur de louper des plans super importants, et je me demande vraiment si le matos va tenir le coup avec autant d'humidité. Bon, on verra bien, hein. J'ai prévu des sacs étanches avec du riz à l'intérieur, ça devrait faire l'affaire. J'ai tellement hâte, depuis le temps qu'on prépare ça avec Fred. 7h du matin, on arrive dans la brume matinale à la base aérienne 367 de Cayenne-Rochambeau, où l'on découvre l'imposant CASA avec lequel on va voler aujourd'hui. On discute avec le personnel de la base, et après avoir été pesé avec notre matériel sur le dos, on profite du chargement de l'avion pour réaliser des plans sur le tarmac. On fait connaissance avec un régiment des forces armées de Guyane qui fait route lui aussi vers Maripasoula pour prendre la relève d'un autre régiment pour les 4 prochains mois. L'heure tourne, il est temps d'embarquer. Une fois tout le monde installé, on monte avec nos caméras tandis que les pilotes commencent déjà à allumer les moteurs. Une fois au complet, ils ferment la tranche arrière, on décolle. C'était incroyable de pouvoir voler dans le cockpit. J'arrêtais pas de questionner les pilotes sur leur métier. Ils m'ont expliqué comment marche le pilotage automatique de l'avion, ils m'ont parlé des missions qu'ils effectuent principalement, ainsi que les principaux instruments de mesure qu'ils ont à bord. J'en ai pris plein les yeux, comme si c'était la première fois que je montais dans un avion. En fait, ce qui a fait la différence ce jour-là, c'est pas vraiment le ciel, c'est plutôt ce qu'il y avait sous nos pieds, 2000 mètres plus bas. Alors que je filmais la forêt en contrebas qui apparaissait au travers de certains nuages, en tenant ma caméra à bout de bras par-dessus l'épaule du copilote, quelque chose d'incroyable s'est passé. Le pilote de l'avion m'a vu et m'a lancé un sourire malicieux en me disant quelques mots à la radio qui m'ont rendu fou de joie. Attends, on va se rapprocher. La vache! J'étais clairement pas prêt pour une telle surprise. On filait à 400 km/h dans un avion militaire à seulement 30 mètres des arbres. Mais quel bonheur, pas une ville, pas un village, pas une route, ni aucune trace de la présence humaine. Juste de la forêt à perte de vue à 360 degrés pendant des dizaines et des dizaines de minutes. J'aurais pu rester des heures à regarder ce tapis vert défiler à l'infini sous mes pieds. J'aperçois au loin des routes de terre qui semblent mener à Maripasoula, avant de finalement découvrir la piste. Il est temps d'atterrir. Les pilotes nous ont montré à l'occasion que ce n'est pas parce qu'on est aux commandes d'un engin de 10 tonnes à vide qu'on ne peut pas se permettre des virages un peu rock'n'roll. Ils m'ont coupé mon micro pour l'atterrissage, je les filme en silence, en écoutant ce qu'ils se disent. Je sors en dernier de l'avion et j'avoue qu'il m'a fallu bien 2 minutes pour réaliser ce que je venais de vivre. Fred était déjà en train de bosser, ça m'a remis un peu les pieds sur terre. Une fois les images en poche, on change de véhicule pour rejoindre une P4, un véhicule léger tout-terrain de la marque Peugeot.
On circule à présent dans les rues de Maripasoula, qui est la commune la plus étendue de France, avec 18 360 km². La forêt en recouvre bien sûr une très grosse partie, et j'ai tout de suite apprécié la tranquillité de la ville, accrochée le long du fleuve Maroni, et où l'unique bruit qui vient perturber les sons du fleuve et des oiseaux perchés dans les arbres est celui des pirogues qui circulent d'une rive à l'autre. Difficile d'imaginer qu'en face, il s'agit d'un autre pays, le Suriname, et qu'entre les deux se trouve une frontière. Tandis que je vois le paysage défiler tranquillement depuis l'arrière de la P4 qui roule en direction de la base militaire de Maripasoula, je me remémore les propos du général Valentini, patron de la gendarmerie de Guyane que l'on avait interviewé la veille pour avoir un éclairage sur la mission militaire que l'on s'apprête à suivre. Je suis le général Patrick Valentini et je commande la gendarmerie de Guyane depuis 2 ans et demi. Mes missions, alors dans l'ordre, c'est d'essayer, comme le fait la gendarmerie partout ailleurs sur la République, de préserver et la vie de mes concitoyens et leurs biens, et d'assurer la sécurité publique. C'est aussi de conduire des investigations avec les unités qui sont spécialisées. Et puis en Guyane, on a quelques missions très spécifiques, dont celle qui consiste à lutter contre l'orpaillage illégal. Voilà. Alors c'est une opération baptisée Harpie, depuis 2008, qui unit principalement les forces armées de Guyane et la gendarmerie, mais également un certain nombre d'autres services, Parc amazonien guyanais, l'ONF, la police aux frontières, les douanes, etc. Voilà. Cet ensemble de services concourt donc dans un volet qui est le volet répressif de la lutte contre l'orpaillage illégal, qui est celui qui est aujourd'hui le plus développé et le plus visible, parfois d'ailleurs à l'occasion le plus critiqué, et dont l'objectif principal est de peser sur la rentabilité de l'exploitation illégale, en travaillant à la fois sur les flux d'approvisionnement de cet orpaillage illégal et sur les sites eux-mêmes, sachant que cette année, effectivement, on a produit un effort considérable sous l'impulsion du président de la République, qui l'a déclaré publiquement, et du préfet. On a plutôt des résultats encourageants, mais on a un combat qui est incessant parce que les flux se renouvellent constamment. Et on a surtout 2 inconnus dans l'équation qui ne nous appartiennent pas, qui sont d'une part le cours de l'or, qui tant qu'il restera à un niveau aussi haut qu'aujourd'hui, donnera une rentabilité très conséquente à cette exploitation. Et également, il faut le dire, le niveau de vie des populations qui sont attirés par ce travail et auxquels on fournit par cette activité, certes illégale, des revenus bien plus substantiels que s'ils restaient dans leur région d'origine. L'orpaillage, il n'y a pas eu de l'orpaillage en tout temps en Guyane. Il y a eu des vagues d'orpaillage. En général, les vagues d'orpaillage ont été concomitantes comme la ruée vers l'or, à l'accélération, à la montée des cours. Donc on a vu remonter l'orpaillage dans les années 90 en Guyane. Si vous allez au musée de Cayenne, vous verrez le nombre d'orpailleurs présents au début du siècle et vous réaliserez qu'ils sont a priori beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je le précise parce que souvent on a l'impression de redécouvrir les choses. Je crois que c'est l'abonné le plus loin que je suis jamais allé rencontrer. À peine arrivé sur la base, on nous montre nos lits de camp où l'on va pouvoir poser notre matos. On est finalement rejoint par un abonné qui n'apparaîtra pas à l'image à sa demande. Il s'oriente en effet vers certaines spécialités de l'armée qui nécessitent d'être anonymes. Il nous fait une visite du camp et nous en dit plus sur les baraquements que l'on voit de l'autre côté du fleuve, côté Suriname. Bon, il me l'a pas demandé, mais j'ai pris la liberté de modifier sa voix. Parce qu'en fait, là, tous les baraquements que tu vois en face, c'est ce qui fournit les orpailleurs. C'est des supermarchés pour eux. En fait, dedans, on peut rentrer dans n'importe lequel. Il y a les concasseurs, les kits de ravitaillement alimentaire sont déjà faits. Il y a tout. Ils ont juste à mettre les pirogues, charger, payer et ils partent livrer les sites. Le Suriname considère que tout le Maroni est à lui. Et nous on considère qu'on a une partie du Maroni qui est à nous et en fait c'est défini par la profondeur. D'accord. En fait, on considère que c'est le point le plus profond qui frappe la délimitation. Sauf que en fait c'est tellement irrégulier et personne ne sait, donc en fait ça a été acté que c'était une zone franche, donc aucune intervention possible sur le Maroni, même sur un flagrant délit. C'est tellement frustrant de savoir que parmi tous ces allers-retours de pirogues, certains sont faits pour acheter du matos d'orpaillage juste sous le nez des militaires.
mais qu'aucune interpellation n'est possible. Pour ça, il faudra attendre de les surprendre sur le fait dans la jungle côté français, ou bien en transit sur les eaux françaises. Les militaires se relayent toutes les heures pour tenir à jour un document où ils renseignent les allées et venues des pirogues devant la base. On déjeune, puis on en profite pour capter quelques moments de vie sur le camp, avant de filer en pirogue pour tourner un autre épisode sur les postes avancés et la protection des populations amérindiennes. Il sortira sur ma chaîne, mais puisque l'opération Harpie ne commence que demain matin, on se retrouve tout à l'heure. Maripasoula s'endort paisiblement, et on profite de la soirée pour discuter de ce qui nous attend demain. 22 h, on file se coucher. Je remets à charger le drone et toutes mes batteries de caméra. On boucle notre sac et on s'endort derrière nos moustiquaires, bercés par le bruit du ventilo et des oiseaux, qui nous rappellent que la jungle n'est pas très loin. Je pousse les ISO de ma caméra à fond, mais une fois sous l'épaisse végétation, il fait tellement noir que ça ne sert à rien de filmer pour le moment. On décide de ranger le matos pour les 2 premières heures. De toute façon, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça de suivre le groupe dans le noir, sans lampe de poche et sans bruit. On a de la route et il s'agit de ne pas ralentir l'infiltration. Le soleil perce enfin l'épaisse couche végétale qui nous fait office de toit. On a dû traverser plusieurs bras de rivière à la nage, sans bruit. On est trempé du caleçon jusqu'aux chaussettes. Après plusieurs heures de marche, on fait une pause. L'air est tellement saturé en humidité qu'on rencontre déjà des difficultés. Fred a de la buée à l'intérieur même de son objectif, et de mon côté les caméras chauffent légèrement et provoquent de la condensation, d'autant qu'on a les gants trempés. On se démerde comme on peut pour nettoyer ça, on mange un coup en silence, et la progression reprend. En général, en jungle, on estime qu'un groupe de militaires fait entre 800 mètres et 2 km de progression par heure. Tout d'abord, parce qu'il n'y a pas de chemin, ensuite parce que la jungle n'est absolument pas plate. Sous les arbres se trouvent des collines, voire même des sommets plus élevés, le sol est détrempé, plein de racines, la terre boueuse et le tronc des arbres plein de pics, donc ne comptez même pas sur eux pour prendre appui lors de votre ascension. On va dire que c'est ce qui fait le charme de ce milieu sauvage. D'ailleurs, en parlant de vie sauvage, attention aux serpents. La progression est lente aussi car il faut pouvoir toujours voir où l'on pose ses pieds, même derrière des racines ou des troncs d'arbres. Et bien sûr, n'espérez même pas une seule seconde rester sec. Si par exemple vous allez de là à là, ça peut paraître facile quand on planifie son chemin sur Google Earth. L'important, c'est de regarder ce qu'il y a sous les arbres. Quoi, vous me croyez pas quand je vous dis que c'est la même image ? Regardez cette rivière, elle est un peu imposante et elle apparaît en petit sur l'image satellite. Ce qu'on ne voit pas en revanche, ce sont toutes les ramifications de ces cours d'eau. Donc allez, une bonne fois pour toutes, mouillez-vous de la tête aux pieds en plongeant avec votre sac. Priez juste pour pas qu'il y ait un serpent au fond de l'eau. J'ai vraiment été émerveillé par cette expérience. Le fait de marcher en silence nous permettait d'encore plus s'immerger dans cette nature sauvage. Mais aussi j'avais clairement conscience que j'aurais pas tenu 2 jours si je perdais le groupe. Justement, avec Fred, on a suivi une formation de survie avec la Légion étrangère quelques jours plus tard, ailleurs, en Guyane. Bon allez vite, il est temps d'y retourner et les militaires me font signe qu'on approche d'un camp d'orpaillage. On nous fait passer l'ordre de faire le moins de bruit possible.
La colonne se transforme en ligne, les hommes pressent le pas. L'idée est de prendre le maximum de personnes sur le fait. Les armes servent uniquement à riposter dans le cas extrême où l'on arriverait sur le camp au moment même où les têtes de réseau, ceux qui organisent le trafic, s'y trouvent aussi. En général, ils sont armés. Personne. Il s'agit d'un ancien camp. On garde le silence car un filon d'or n'est jamais vraiment isolé. Le capitaine nous fait continuer car il a un pressentiment sur une zone située à 1 km de là. La difficulté, c'est que l'adversaire est quand même en nombre. Pour vous donner une ordre d'idée, il y a certains sites où il y aurait plus de 2000 orpailleurs illégaux. Donc on est assez nombreux sur le territoire guyanais, environ 400 hommes en permanence déployés dans le cadre de l'opération Harpie. Mais le fait qu'il y ait autant de Garine Perros, d'orpailleurs illégaux, fait que la mission est assez difficile. Ici, nous sommes employés dans le cadre d'une opération intérieure, donc au même titre que l'opération Sentinelle en métropole. Nous sommes ici sur le territoire français, donc on est assujetti aux mêmes lois et aux mêmes contraintes que l'opération Sentinelle en métropole. La différence majeure par rapport à l'opération Sentinelle, c'est vraiment la mission à proprement parler, le fait qu'il y ait toute une phase d'approche, d'infiltration pour arriver sur les différents sites d'orpaillage. La mission est complètement différente. Alors le partenariat se fait en général avec un escadron. Ici à Maripasoula, nous travaillons avec un escadron de gendarmerie qui change tous les 3 mois. Le partenariat se fait très bien, nous élaborons nos missions ensemble avec le capitaine et son adjoint au niveau de Maripasoula. Et chaque patrouille part avec 2 gendarmes. En fait, la gendarmerie, on est là au niveau judiciaire. On est tout le volet judiciaire, c'est-à-dire que les militaires sont là pour nous guider au niveau de tout ce qui va être la topographie, pour nous protéger, parce que c'est eux qui sont vraiment formés combat. Faut pas oublier qu'il y a quand même des groupes armés, donc ils sont là pour nous protéger et nous on apporte le volet judiciaire, c'est nous qui allons saisir au niveau de la justice. C'est une destruction en forêt, mais c'est cadré, c'est le procureur de la République de Cayenne qui nous autorise en fait. Voilà, qui nous autorise cette action. Dans la mesure du possible, on essaie de se concentrer sur les orpailleurs les plus dangereux ou qui ont le plus de pouvoir, donc les logisticiens, ceux qui sont les patrons sur les sites d'orpaillage. Donc avec tout un renseignement, tout un jeu d'écoute, on essaie de détecter qui sont ces personnels qui ont le pouvoir et qui sont les patrons sur les sites. C'est quoi le matériel que vous allez saisir principalement? Tout ce qui est vraiment donc les matériels importants, donc l'or, le mercure, tout le matériel nécessaire à l'approvisionnement, donc les quads, les pirogues. Ensuite, ça peut être aussi des moteurs, des groupes électrogènes qui derrière seront redistribués aussi pour les besoins de certaines missions à certains endroits en Guyane. Leurs moyens de communication aussi. Et là, il y a... On récupère tout ce qu'on peut transporter aussi, parce que vu qu'on part dans la jungle, on fait 20-30 bandes de marche, il faut aussi qu'on puisse le porter. Donc tout ce qu'on ne peut pas porter, les quads, s'il faut layonner sur 30 km, on ne prend pas, on détruit. On va peut-être essayer de récupérer des pièces, mais c'est tout ce qu'on fera. Le temps d'arriver sur le camp, tous les orpailleurs avaient déjà fui dans la jungle. Ils arrivent à porter jusqu'à 60 kg là. Tous 60 kg là-dessus? Ah ouais, ils arrivent à mettre les jerrycans de carburant et tout. Tout avec ça, tu vois, que de la bricole de fortune. Ils ont ça sur le dos, ils nous voient arriver, ils sont pieds nus dans la jungle, ils arrivent à nous semer. C'est impressionnant. Ouais. Des militaires situés à l'avant du groupe ont cherché à les poursuivre, en vain. Ah bah ils sont partis là-bas, là, ils ont continué, ils sont 4 ou 5 avec un gendarme. J'ai fait ce que j'ai pu de mon côté, mais à force de regarder ce que je filmais, j'ai pas vu où je mettais les pieds. Ah, fichu racine. Et là-bas, t'as
C'est un motopompe là-bas aussi. Pendant que les militaires rassemblent tout le matériel saisi, les gendarmes continuent de relever tout ce qui a pu être trouvé sur le camp. Ils alimentent donc toujours avec ce système-là. Ouais. Donc il faut savoir qu'ils ont des caches tout le tour. Donc c'est à nous de trouver les caches, trouver le carburant et tout détruire. Et donc à chaque fois que vous arrivez, vous prenez des notes. Je sais pas si je peux filmer, mais sur... Tout à fait. Ouais. En fait là c'est le domaine de la gendarmerie. Nous on vient, on doit tout répertorier pour après nos procédures. D'accord. Donc demain on a encore toute une journée de procédures pour rentrer tout ce qu'on aura détruit, saisi. Donc tout ce qui va être matériel, tout ça on va pas y ramener, on détruit tout sur place. Tout ce qui va être saisi d'or, mercure, on ramène et il y a des scellés qui sont faits dessus et c'est traité par la justice. Donc après, si tout ce qui n'est pas saisi, le but c'est de détruire. Donc là, on fait des regroupements de matériel, tout ce qui est possible de détruire. Donc d'un côté, le matériel non sensible où il n'y a pas de risque d'explosion, tout ça. Donc là, ensuite, on utilise les carburants trouvés sur place et on détruit par le feu si on peut, s'il y a ce qu'il faut. Attention à l'image ! Attention. Cours pas la selle. Alors que je suis retourné à l'entrée du camp, où l'on avait entreposé nos sacs pour aller changer de caméra, j'ai eu l'étrange impression d'être observé. Je me suis retourné et à 30 mètres derrière la végétation, j'ai aperçu le visage d'une femme qui me faisait discrètement signe d'approcher. J'étais tellement surpris que j'ai pas bougé d'un poil. C'est finalement elle qui est venue à moi. Elle est brésilienne et ne parlant pas portugais, j'ai tenté quelques mots en espagnol. Je suis finalement rejoint quelques minutes plus tard par les gendarmes qui me demandent de traduire leurs questions. Sa ville de naissance. Usted donde nació? En Belém, Pará. En Belén? Je ne pensais pas un jour m'improviser traducteur, encore moins dans ces conditions-là. Alors que le reste du groupe continue de détruire le matériel saisi, elle tente de nous dissuader d'en casser davantage, en prétextant qu'en plus d'être contrainte de rentrer au Brésil, elle encourt le risque d'être tuée. Effectivement, sur des portables saisis dans des camps similaires à celui-là, des vidéos d'exécution et de décapitation circulent. Les têtes de réseau ne rigolent pas, et cette femme, cuisinière pour le reste du groupe des orpailleurs, est contrainte de se prostituer très régulièrement. On est à la limite de l'esclavage moderne. Elle a des vêtements pas loin là. Usted tiene ropa? Ropa y... Acá? Ok. C'est elle? C'est ce qui sèche là-bas. C'est pas compliqué, c'est soit elle nous donne des positions. Elle est prête à monter maintenant, je crois. Là. Des positions, elle récupère ses vêtements, mais ce sera que les vêtements. Le reste, faut lui expliquer que elle aura pas. On va pas commencer à laisser des machines sur place. Je lui dis avant qu'elle t'ait montré les lieux ou après? Elle aura les vêtements après. Tu peux lui demander dans quelle direction? En quelle direction sont los otros lugares? Por allá? Ok. Par où? Par là-bas. Là. Tu peux lui dire de récupérer ses vêtements? Ouais. En fait, là, pour traverser et tout, donc ils vont partir. Usted puede tomar la ropa, ¿sí? Mas vai quebrar tudo? No sé, et no après, sé. faut qu'elle parte. Après, faut qu'elle parte, elle peut pas rester ici. Usted dice que usted no puede quedarse aquí, entonces tiene que tomar la ropa y luego irse de aquí. Vai quebrar tudo. Après avoir été photographiée et interrogée par les gendarmes, et après nous avoir indiqué d'autres positions, elle récupère ses habits et disparaît dans la nature. C'est pas toujours facile, c'est sûr. Notamment, comme Arnaud le dit, quand il y a des femmes enceintes ou même des enfants, des fois en très bas âge, c'est sûr que c'est pas facile. C'est pour ça que dans ces moments-là, on essaye vraiment de laisser quand même de quoi vivre. Donc là, voilà, le but, c'est vraiment de les renvoyer chez eux. Et pour cela, on est obligé du coup de détruire une partie de ce qu'ils ont pour les obliger à rentrer chez eux parce qu'ils n'auront plus de quoi vivre ici et ils auront le strict nécessaire pour rentrer chez eux. Voilà, c'est le but. C'est le but au niveau de ces personnes-là. Après, sur tout ce qui est bande armée ou tête de réseau, le but ensuite, c'est d'essayer de les interpeller pour ensuite pouvoir mettre ces personnes-là en garde à vue par le biais d'un officier de police judiciaire. Et ensuite, le but, c'est de pouvoir relier les informations qu'on a sur certaines enquêtes en cours avec ces personnes-là si ça correspond, pour pouvoir résoudre certaines enquêtes derrière et pouvoir mettre des noms sur certaines choses qui ont pu se passer en forêt. Parce qu'il y a souvent aussi du racket de la part des têtes de réseau, des bandes armées, qui leur prennent l'or
normalement avec lequel ils les payent. Le problème de notre action, c'est qu'on est ce qu'on appelle sonné. Vu qu'il faut partir d'un fleuve, vous avez des sonnettes, donc des personnes qui alertent sur tout notre trajet, donc ils savent déjà, avant même qu'on arrive, ils savent déjà qu'on est en chemin. Donc, Les bandes armées partent très rapidement en fait. Eux, c'est vraiment les premiers qui vont prendre justement leurs moyens de transport, tout ce qui est quad, pirogue, et qui vont partir parce qu'ils savent très bien que si on arrive à les interpeller, ils vont partir en garde à vue et derrière ils seront reliés à certaines enquêtes et ça peut parfois aboutir à faire de la prison. Et les personnes que l'on croise sur site, c'est plutôt des personnes qui viennent là pour travailler, pour essayer de se faire un peu d'argent, pour essayer la plupart du temps de nourrir leur famille. Et ces personnes-là, du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait la même conduite à tenir avec eux. Les militaires font leur boulot, Fred et moi, on continue de faire le nôtre. Bosser avec un photoreporter comme Fred pour un magazine de presse m'a énormément appris. Parce que finalement, débarquer sur YouTube pour parler du monde en faisant des synthèses de sources déjà rédigées, comme des livres ou des rapports de l'ONU, c'est une chose. Mais être en première ligne, vivre le quotidien de ces personnes sur le terrain, créer l'information au contact des acteurs, savoir ce que je montre, ce que je dis, comment et pourquoi, prendre de la hauteur sur un phénomène pour le voir dans son ensemble, chercher à le comparer à un autre phénomène ailleurs dans le monde, chercher à m'extraire de mon propre point de vue personnel, quel apprentissage et putain quel beau métier. Et quel plaisir aussi de découvrir 2 mois plus tard les photos de Fred dans Paris Match, dans un kiosque à journaux à Paris, à 7000 km de là. Ça fait un petit pincement parce que j'ai vraiment l'impression que le boulot qu'on a fait a permis de témoigner de quelque chose qui s'est passé dans le monde. Comme pour chaque opération militaire, vous pouvez retrouver les chiffres de l'opération Harpie sur le site du ministère des Armées où l'on apprend qu'en 2018, ces patrouilles en Guyane ont permis de saisir 26 millions d'euros de matériel. Une hausse vraiment significative par rapport à l'année d'avant. C'est plutôt depuis fin 2017, les résultats sont extrêmement bons, on a quasiment doublé les indicateurs d'efficacité dans tous les domaines, et puis l'activité illégale a baissé 30 à 40%, c'est toujours difficile à chiffrer, mais c'est un peu les estimations qu'on a. Donc ce sont des très bons résultats, mais bien sûr la lutte contre la pêche illégale est loin d'être terminée, parce que c'est un phénomène qui est très très résilient. Et notre ambition, il est de contenir ce phénomène dans des limites acceptables, et pas de l'éradiquer complètement, ce qui semble impossible avec les moyens qu'on a en tout cas aujourd'hui. Retour sur le terrain, où après une rapide pause déjeuner et une autre heure de marche, on est tombé sur un deuxième site en activité, mais déserté lui aussi à notre arrivée. J'ai provoqué l'hilarité générale sans le vouloir. On traversait une zone inondée, et alors que j'en avais vraiment marre de ralentir le groupe en sortant et en rangeant mon boîtier d'appareil photo dans son sac étanche à chaque fois qu'on traversait de l'eau, j'ai décidé de tenter la traversée, le boîtier dans les mains. Grave erreur. 2 minutes plus tard, j'ai disparu subitement dans un grand trou, et par chance, j'ai juste eu le temps de lever le bras par réflexe pour sauver l'appareil. En entendant un gros plouf, tous ceux qui se sont retournés ont juste vu une main qui sortait de l'eau, la mienne, alors que j'essayais dans le plus grand des désespoirs de sauver la seule chose que j'avais avec moi qui ne résiste pas à l'eau. Autre chose qui ne résiste pas à l'eau, mon drone, qui était resté, lui, bien caché au fond du sac étanche. On trouve le premier spot de la journée sans arbre au-dessus de notre tête, on décide de prendre de la hauteur. Il y a énormément de risques environnementaux. Le fait d'extraire de l'or est très sale, très polluant. Pour exemple, les garimpeiros utilisent du mercure qui est complètement néfaste pour l'environnement. En nombre, ils utilisent des gros moteurs, donc tout ce qui est hydrocarbures, huile, il n'y a rien qui est vidangé, tout est mis directement dans la nature. Donc le risque environnemental est vraiment sévère. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de visiter des villages amérindiens, mais vraiment ces gens-là vivent de la forêt, c'est de la chasse, c'est de la pêche. Il y a vraiment des études qui sont faites pour quel style de poisson ils doivent manger ou ne pas manger par rapport au mercure. Voilà, il y a vraiment un impact fort de l'orpaillage illégal sur la forêt. Mais donc, puisque l'opération Harpie consiste à faire de la répression au travers du jeu du chat et de la souris, j'ai posé la question au patron de la gendarmerie pour savoir s'il y avait d'autres actions qui sont menées en Guyane pour réduire l'orpaillage illégal. Il a déjà été dit à cette époque qu'il fallait développer d'autres piliers que ceux de la répression et de l'opération Harpie en elle-même. Malheureusement, c'est dans ces directions, on a peu progressé et le constat qui est fait aujourd'hui, qui a été fait à l'occasion d'Harpie 2, est un peu le même. C'est-à-dire qu'on a besoin de plusieurs autres piliers qui ont été peu développés jusqu'alors, qui ne sont pas non plus très aisés à développer, et sur lesquels on a aujourd'hui des traductions un peu plus concrètes, qui sont le développement économique des territoires sur lesquels se produit ce pillage de nos ressources, le développement social qui va avec, parce que ça a évidemment un lien, et puis la relation internationale, puisqu'effectivement ce phénomène est un phénomène extrêmement internationalisé, puisque 95%, je dirais, de la production illégale est faite par la communauté brésilienne,
et que la communauté surinamaise de l'autre côté fournit les bases logistiques à cette exploitation. Donc il est bien clair qu'on a besoin d'appui de part et d'autre avec nos voisins pour améliorer la lutte. On a un nouvel officier de liaison et d'ailleurs une diplomate qui a été nommée au sein de la préfecture, qui est chargée de renouer, de retisser les liens qui s'étaient un petit peu distendus, notamment sur la fonction, notamment policière, judiciaire, avec le Suriname. On a d'ailleurs un accord policier qui vient d'être ratifié. Et donc on a un certain nombre de progrès sur ces thèmes-là. Donc on a une construction effective et on a une structure identifiée à la préfecture pour la première fois sur la relation internationale. C'est un peu complexe parce qu'il faut qu'on ait l'accord ne se construira que sur un intérêt commun. Il y a par exemple un travail sur la frontière que constitue le Maroni, sur laquelle un certain nombre de zones sont contestées à ce jour, et où même la répression, les opérations sur la lutte contre l'orpaillage illégal posent un certain nombre de problèmes de compréhension mutuelle. Il y a une incompréhension sur l'exploitation du sous-sol du fleuve du Maroni, il y a une incompréhension sur les frontières du Maroni. Il faut d'abord qu'on trouve un intérêt commun. Si on n'arrive pas à trouver un intérêt commun avec nos voisins, on pourra se taper sur la poitrine longtemps pour dire qu'on a raison et qu'ils ont tort. Mais le but, c'est plutôt de les amener sur ces sujets à trouver des positions communes. Voilà. Et ça c'est plutôt un travail de diplomate que de policier ou de gendarme. Jusqu'alors, je n'avais jamais vraiment pris conscience de cette notion d'intérêt commun. Et pourtant, tout s'éclaire. Le Brésil, sans dépenser 1 euro, se retrouve à avoir chez lui 10 000 personnes qui gagnent leur vie alors qu'ils étaient dans le besoin auparavant. Ce n'est pas dans son intérêt d'aller leur dire d'arrêter d'exploiter illégalement de l'or chez le voisin. Pour cela, il faudrait que la France trouve autre chose à lui proposer en échange qui viendrait convaincre le Brésil de le faire. Et dans certaines régions du monde justement, il n'est pas toujours facile de trouver ce genre de point d'entente. On débouche effectivement sur de la diplomatie et des relations internationales. Ça me donne des idées de futurs sujets. Fin de la mission. Après avoir fini de saisir et de détruire le 2e site, on rejoint les coordonnées GPS de notre extraction située à 2 heures de là. L'ambiance est un peu plus détendue, on en profite pour discuter un peu. On a fait une photo souvenir tous ensemble sous la pluie avant de finalement retomber sur une route de terre 30 minutes plus tard, le long de laquelle nous attendait un camion et une P4. Fred, derrière toi, ce serait pas notre porte de sortie là? Ouais, c'est l'extraction ça. C'est le GBC Copter. Le camion est bloqué. Je vais demander à Fred de pousser, ça va sortir. Pouah, quelle aventure. J'ai tellement appris pendant cette journée, j'espère vraiment avoir réussi à retransmettre tout ça aussi fidèlement que j'ai pu le vivre. Après une bonne nuit de sommeil, on est resté 3 jours de plus sur le camp de Maripasoula, pour terminer l'autre épisode qu'on avait commencé avant de partir en jungle. Bon les petits aventuriers, c'est la fin de cet épisode, mais c'est pas la fin de notre aventure en Guyane. Vous pouvez retrouver la suite des épisodes sur ma chaîne, ainsi que des épisodes complémentaires sur la chaîne de Fred. Je tiens vraiment à le remercier parce que sans lui, on n'aurait jamais pu vivre cette aventure-là. On vous dit à la prochaine, ciao. Ciao.